RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Manuel Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre parti aujourd'hui a voté la réintégration du député Adrien Quatennens après sa condamnation pour violence conjugale. Chez la France Insoumise, la majorité l'a emporté, même s'il y a eu des votes contre, je crois que c'est 15. Mais ça se complique au sein de la NUPES. Vos alliés socialistes ont fait savoir dans un communiqué qu'ils s'opposaient à cette décision. Pas de retour possible, selon eux, au sein de l'intergroupe. Certains Verts y sont aussi opposés quant à Madame Hidalgo. Elle a tweeté, je cite, « la honte » en lettres majuscules. Alors faut-il sacrifier Adrien Quatennens sur l'autel de l'Union de la gauche? Non, je pense que la question ne se pose pas en ces termes-là. D'abord, c'est pas notre. Sont pas d'accord pour. Je vais vous répondre. Oui. Vous allez voir. D'abord, notre mouvement. C'est pas notre mouvement, c'est notre groupe parlementaire, puisque vous le savez, Adrien Quatennens avait commis et reconnu lui-même des actes qui étaient des actes inacceptables. Il a été condamné par la justice. Il a écopé d'une sanction politique, qui était l'exclusion de notre groupe parlementaire pendant 4 mois. On arrivait là au terme de ces 4 mois. Et donc, il était nécessaire de vérifier si les conditions politiques qui avaient été assorties à son exclusion du groupe pendant 4 mois étaient vérifiées ou pas. Parmi ces conditions, il y avait notamment le fait qu'il s'était engagé à suivre un stage auprès d'une association de sensibilisation sur les questions de violences sexistes et sexuelles. On a eu la confirmation qu'il avait bien tenu ce stage, et donc la décision qui a été prise par notre groupe parlementaire, c'est effectivement de procéder à sa réintégration. Il y a d'autres partis politiques dans la NUPES qui ont dit qu'ils ne voyaient pas les choses de cette manière. C'est leur droit de le dire, mais il appartient au groupe insoumis de décider qui participe du groupe insoumis et qui n'y participe pas. Il y a 45 députés insoumis qui ont voté en faveur de sa réintégration. Il y en a 10 qui n'étaient pas présents et il y en a 15 qui ont voté contre. Est-ce qu'on saura qui a voté quoi ? Non, mais d'abord, ça, ces chiffres-là, moi, je ne les confirme pas, puisque la décision qui a été prise par notre groupe parlementaire, d'abord, c'est de faire un vote à bulletin secret. Donc, pour répondre ça veut dire que les députés n'étaient pas prêts à assumer leur position? C'est pas du tout ça. C'est que la volonté était de pouvoir prendre une décision collective au sein de notre groupe parlementaire, ensuite de se tenir tous sur la décision que nous avons prise ensemble. Et donc, c'est ce que je fais à l'instant sur ce plateau. Je ne dirai pas quelle était ma position, mais je partage la position qui a été décidée majoritairement par notre groupe parlementaire. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Si, dans l'intergroupe, donc où se rejoignent les socialistes, les communistes, les Verts voient un peu rouge, et les socialistes ne veulent pas, en tout cas, qu'ils retournent siéger à l'intergroupe. Donc, est-ce que ça ne va pas vous poser un petit problème? Je ne sais pas, on va en discuter avec eux. Je ne le crois pas, parce que pour avoir essayé de comprendre ce que voulaient dire les socialistes, je crois qu'ils parlaient des instances de la NUPES. Oui, c'est pas précisé dans le communiqué. Et à ma connaissance, il n'est pas prévu qu'Adrien Quatennens, je ne crois pas qu'il soit volontaire lui-même, participe de ces instances. Et quoi qu'on pense du cas individuel d'Adrien Quatennens, est-ce qu'en le réintégrant dans le groupe LFI, vous n'allez pas démonétiser la parole de tous les élus du groupe LFI sur la question des violences à l'égard des femmes? Je ne le crois pas. Je veux dire les choses franchement. C'est une question, vous le savez, qui est une question très importante. La question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est une cause qui n'est pas nouvelle. Ces violences existent depuis des années et des années. Mais on sent que c'est une cause sur laquelle il y a une prise de conscience progressive dans la population sur ce sujet, et c'est une bonne chose, et qui nous confronte parfois à des principes qui sont parfois des principes contradictoires. À la fois être très vigilant, très attaché à cette prise en compte des violences sexistes et sexuelles, et en même temps continuer à penser que quand on a commis une faute, on peut aussi réparer sa faute, qu'on peut aussi... qu'on a un droit au pardon, qu'on n'est pas condamné à vie, ad vitam aeternam. Ça aussi, c'est des principes politiques qui sont très importants. Et donc, il faut trouver la décision qui permet de rendre compatibles ces différents principes. Et je pense que dans notre processus, en prenant d'abord une mesure d'exclusion pendant 4 mois et ensuite en examinant si les conditions sont réunies, on a tenu compte de ces deux principes. Dans votre camp qu'avec les autres, parce qu'on se souvient d'attaques. Je ne le crois pas, et je pense que
puisque votre question c'était est-ce que ça peut faire du mal à la lutte légitime contre les violences sexuelles. À la parole des élus de votre groupe. Je pense que quoi. Ce qui fait du mal à cette bataille, c'est quand elle devient instrumentalisée politiquement, de manière politicienne. Oui. Et je regrette que dans cet intervalle, dans cette période, un certain nombre de responsables politiques, en particulier de la minorité présidentielle, aient cru bon de chercher à instrumentaliser ce cas-là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous dire qu'il y a peut-être ce qui est juste, et on pourrait défendre l'idée que le réintégré soit juste, et puis il y a ce qui est convenable, et que ça ne serait pas convenable, compte tenu de ce qu'il a fait, de le réintégrer dans votre groupe, d'autant, encore une fois, que vous êtes très en pointe sur cette question des violences à l'égard des femmes. Le juste et le convenable sont-ils toujours compatibles ? Je crois que notre responsabilité, quand on est engagé politiquement, c'est d'essayer de défendre des principes qui nous paraissent être des principes justes, même si parfois ils peuvent ne pas être compris par tout le monde, et ensuite de faire un travail qui cherche à expliquer pourquoi on en arrive là, quel est le sens de la décision qu'on prend. C'est ce que j'essaye de faire à l'instant sur ce plateau. J'imagine bien, et que certaines personnes considéreront que cette décision n'était pas suffisante, qu'il fallait une exclusion au niveau plus moral longue. En tout cas. Et puis certains aussi diront que peut-être que, et je l'ai entendu aussi, même si ce n'est pas le point de vue qui est le mien, qu'à partir du moment où la justice avait tranché, il ne fallait pas ajouter de sanctions politiques. Tous ces points de vue ont le droit d'exister, et on essaye de faire en sorte de concilier ces différents points de vue pour faire avancer notre manière de prendre en compte ces violences sexistes et sexuelles. Alors la vie du groupe est un peu malmenée ces derniers temps. Les communistes ont sonné la charge. C'était pas plus tard que ce week-end. Enfin, déjà, ça avait commencé. Fabien Roussel, visiblement, vous a un peu dans le nez. Il a été réélu ce week-end à la tête des communistes, du parti communiste, pardon. Et il a déclaré que la NUP était dépassée. Est-ce que le bateau NUP n'est pas en train de prendre l'eau ? Je ne le crois pas et je ne l'espère pas, parce qu'en ce qui me concerne, je pense que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire d'une forme d'effondrement du macronisme, la question qui est posée au pays, c'est quelle alternative nous avons. Et je crois qu'en face de l'extrême droite, la seule alternative crédible, c'est celle que nous avons constituée avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Parce qu'elle est sérieuse, parce qu'elle permet de rassembler les différentes formations politiques et donc de pouvoir espérer demain gouverner le pays. C'est ça notre objectif sur un programme. Le sérieux, c'est pas ce qui vous a caractérisé, dit-on, dans les critiques lors du débat sur les retraites. Avec oui, mais ça fait longtemps, vous savez que j'ai arrêté de regarder les critiques. La question qui nous est posée, c'est de savoir si la bataille que l'on a menée à l'Assemblée nationale est juste ou pas. Ce que j'observe, c'est qu'il y a plus de 70% des Français qui sont opposés à cette réforme des retraites, qu'il y a plus de 90% des actifs, qu'il y a l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Et ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, c'est que nous avons utilisé les moyens qui étaient à notre disposition pour mener cette bataille, tout simplement. Et je pense que de ce point de vue-là, on a porté la parole des gens qui sont opposés à cette réforme. Fabien Roussel, Roselyne demandait si la NUPES prenait l'eau. Fabien Roussel a eu cette formule sur Twitter. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut changer l'eau du bain de temps en temps. Reconnaissons que la formule est amusante, non ? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Si, ça voudrait dire que le bébé... ce sont les élus et que l'eau du bain, c'est la NUPES. Et qu'aujourd'hui, la gauche serait dans une eau croupie. Bon, je vous laisse aux exégèses des formules de Fabien Roussel. Moi, je vais vous dire... C'est relativement limpide. Non, mais je vais vous dire les choses de manière très précise et très importante. La NUPES, elle a été constituée il y a à peu près 1 an. Oui. Depuis 1 an, à peu près toutes les semaines, on nous dit que la NUPES va s'effondrer, que la NUPES va exploser, que la NUPES va se terminer. Ouais, ça se rapproche un peu. La dernière fois que je suis venu sur votre plateau de mémoire, on discutait déjà de ce sujet. Mais elle va quand même qu'à un cas. Non, mais attendez, soyons clairs, soyons francs. Vous inquiétez pas pour la NUPES. Je vais vous dire franchement les choses. Ce n'est pas une surprise de dire que depuis le début, Fabien Roussel n'a pas été un grand fan de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bon, pour le reste... Fabien Roussel, le problème avec lui n'est pas un problème personnel. La question qui nous est posée, c'est une question politique. Fabien Roussel pense que la NUPES est dépassée, c'est-à-dire qu'il faut passer à autre chose. Et ce n'est pas mon point de vue. Et donc moi, je suis favorable à la poursuite de la NUPES et je crois avoir entendu des responsables socialistes, des responsables écologistes dire aussi qu'ils étaient favorables non seulement à ce que la NUPES se poursuive, mais même qu'elle s'approfondisse, qu'elle continue à se développer pour pouvoir gouverner ce pays demain, tout simplement. Alors, soyons honnêtes, Manuel Bompard, est-ce que la figure de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on voit bien que c'est aussi ça qui ne passe pas, la figure de Mélenchon est devenue un peu éruptive, malgré tous ses talents. Ses talents d'oratoire, ses talents, on en parlait tout à l'heure hors antenne, de quelqu'un qui a quand même
beaucoup de choses pour lui, pour affronter une présidentielle, que ce soit intellectuellement, que ce soit ses connaissances historiques, bref. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup d'originalité, parce que je vous disais tout à l'heure, sur la NUPES, chaque semaine, on a eu sur Jean-Luc Mélenchon. Pour le suivre. Non, mais il n'y a aucun problème, je vous réponds. Pour le suivre depuis très longtemps. On peut chanter une chanson, si vous voulez. Non, pour le suivre depuis très longtemps, Jean-Luc Mélenchon, j'ai entendu ça des milliers de fois, entre chaque élection présidentielle. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas terminé pour lui? C'est pas la question que je vous pose. C'est la question, est-ce qu'il ne devient une personnalité qui est de plus en plus clivée et qui exaspère? Mais écoutez, s'il n'y avait pas eu Jean-Luc Mélenchon, il n'y aurait pas eu la NUPES. Et s'il n'y avait pas eu les 22% des voix de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, il n'y aurait pas aujourd'hui... S'il n'y avait plus de Gaulle, il n'y aurait plus la Ve République. C'est le même raisonnement. C'est vrai, et ça serait peut-être pas plus mal. Mais on parlera, si vous voulez, de la Ve République après. Mais s'il y avait... Je dis juste que Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité très importante dans le fait qu'aujourd'hui, il y a 151 députés de la NUPES. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bien évidemment qu'on peut faire mieux, puisque l'objectif, c'est d'être majoritaire demain. Oui. Est-ce que pour être majoritaire demain, on doit tourner la page de ce qu'on a fait et repartir d'une feuille blanche, comme le propose Fabien Roussel? Ben non, je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Mais on prend les points d'appui et on essaye de les développer pour gagner demain. On n'envoie pas tout casser parce qu'on considère qu'il n'y a pas la place qu'on voulait y avoir. Manuel Bompard, on pourrait poser la question peut-être autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, je vais essayer. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon fait toujours l'unanimité au sein des élus LFI? L'unanimité pour faire quoi? Je le crois, oui. C'est-à-dire considéré comme toujours le leader naturel du mouvement. Mais écoutez, moi, je ne peux pas parler au nom de tous les élus LFI. Vous n'êtes pas original. Vous n'êtes pas original dans vos réponses. Mais vous me demandez de parler au nom des autres. Ça, je ne sais pas faire. Ça ne s'appelle pas de la langue de bois. Moi, je peux vous parler de ce que je pense, moi. Voilà, vous voulez que je vous parle de ce que je pense, moi? Je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est un atout. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est la figure qui est la plus identifiée aujourd'hui, qui porte nos idées politiques et qui lui auront permis d'aller jusqu'à 22% des voix à l'élection présidentielle. Et donc, je pense que c'est un point fort. Et j'observe que par ailleurs, en plus de Jean-Luc Mélenchon et par son action en particulier, il y a un certain nombre d'autres figures qui ont pu émerger dans la vie politique française. Et je pense que c'est positif et que c'est une bonne chose. Donc voilà, je ne peux pas vous dire autre chose et je ne crois pas faire de la langue de bois en vous disant ça. Eh bien, très bien. Alors, si on en croit le sondage réalisé la semaine dernière par les sondeurs de chez Elab, les rapports de force ont profondément changé depuis 12 mois. Si l'élection présidentielle avait lieu maintenant, Marine Le Pen serait largement en tête au premier tour et au deuxième tour. Comment expliquez-vous que seule, elle récolte les fruits de la colère ? Mais d'abord, j'attends de voir une élection en réalité, pas un sondage. Vous savez, il y a eu plusieurs élections législatives partielles qui sont des élections réelles, celles-là, même si elles se déroulent dans certaines circonscriptions. Ah bah parlons-en. Oui, on peut en parler si vous voulez. Votre candidate... La France Insoumise. Non, mais parce que vous avez peut-être une mémoire qui se réduit à 2 semaines en arrière. Mais il y a eu 4 élections législatives partielles. Oui, donc je parle de la dernière. Oui, d'accord, mais moi je vous parle de celle d'avant. Nous avons gagné une des... Oui, mais il s'est passé des choses avant. Mais attendez, il y a eu 4 depuis le mois de janvier. Je ne vous parle pas d'il y a 10 ans. Depuis le mois de janvier, il y a eu 4 élections législatives partielles. La France Insoumise a gagné un siège en Charente, elle en a perdu un en Ariège. Je vous fais une présentation objective. Le Rassemblement national a perdu un siège sur ces 4 élections. Je vous dis juste, je ne dis pas que c'est la réalité du pays, je vous dis juste qu'il y a aussi d'autres signaux que les signaux des sondages que vous avez indiqués. Pour le reste, c'est des sondages à 4 ans d'une élection présidentielle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous le savez, Emmanuel Macron n'a pas la possibilité de se représenter dans une nouvelle élection présidentielle, donc ce sondage n'a pas de valeur. Donc la question, moi, c'est pas les sondages, la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour essayer de convaincre, de renforcer encore les propositions politiques qui sont les nôtres. On va aborder les retraites, il ne nous reste pas un temps fou. Vendredi, le Conseil constitutionnel va faire connaître sa décision sur cette réforme des retraites. Si le texte est validé ou validé pour l'essentiel, est-ce que vous tiendrez compte de l'avis du Conseil ? Mais je n'ai pas le choix. Si le texte est validé... Vous pouvez dire, nous, ça ne change rien, la lutte continue de la même manière. Attendez, je peux vous dire aussi que si le Conseil constitutionnel valide ce texte, j'en déduirai que le Conseil constitutionnel a validé ce texte. Mais pour le reste, notre opposition à ce texte, elle restera totale. Mais la manière de conduire la bataille restera la même ? Mais ça, je pense que d'abord, vous avez observé que depuis le début, c'est les organisations syndicales qui prennent des initiatives de mobilisation, de grève, et que nous les appuyons et nous les soutenons. Donc d'abord, je verrai, je prendrai acte et je tiendrai compte de ce que diront les organisations syndicales. Mais en tout cas, c'est pas parce que le texte, s'il l'était, serait jugé constitutionnel qu'on n'a plus le droit de s'y opposer. Donc si le Conseil constitutionnel valide ce texte, oui, je dis la lutte continue, la bataille continue jusqu'au retrait de ce texte. Et si le Conseil constitutionnel ne valide pas ce texte, je dis bravo, merci, on a gagné.
Peut-être pour vous poser une question sur l'actualité internationale, Frédéric. Oui, alors, mais il y a Taïwan, dans cette Chine. période, en effet, un peu difficile sur le plan politique pour le président de la République. Il est très entrepris par les affaires internationales. Il était en Chine la semaine dernière et lors de son retour, il a estimé que l'Europe devait incarner une troisième voie sur la question de Taïwan. La pire des choses, a-t-il dit, serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise, des propos qui ont été assez peu appréciés aux États-Unis, mais aussi d'ailleurs dans plusieurs pays d'Europe. Est-ce que vous partagez l'analyse du président de la République? Il rejoint le camp des non-alignés. Nous avons ça devrait vous plaire. Tout ce qui est anti-américain, ça... Non, c'est pas anti-américain. Vous avez un problème à comprendre que non-aligné, dans non-aligné... Beaucoup de problèmes, ce soir. J'en suis désolé, mais il n'y a rien de personnel dans la remarque. Mais non, mais évidemment. Mais quand vous dites non-aligné, ça veut dire être anti-américain. Non, non-aligné, ça veut dire être aligné sur aucune puissance. Ni les États-Unis d'Amérique, ni la Russie, ni la Chine. Ni le Venezuela, comme à un certain temps, pour Jean-Luc Mélenchon. Mais personne n'a... Bon, là, vous voyez, là, vous êtes désagréable, par contre. Mais on en parlera si vous voulez, mais je pense que vous résumez d'une manière qui est extrêmement caricaturale. Mais la question qui était posée, c'est ma réaction par rapport au propos du président de la République. Je dis que oui, je pense que l'option diplomatique de la France doit être une option diplomatique non alignée, qui est plutôt la position traditionnelle de la France depuis le général de Gaulle. Je ne crois apprendre rien à personne en disant ça ici. Pour le reste, ce que je regrette par contre, parce que je prends acte du fait qu'ils rejoignent cette position, ce que je regrette par contre, c'est des formes de zigzag du président de la République en matière de doctrine de politique internationale qui lui ôtent toute crédibilité. Parce que quand, dans le même temps, vous allez vendre des sous-marins aux Australiens pour dire il faut les renforcer dans la compétition avec... oui, mais vous avez passé un accord dans la compétition avec la Chine et après vous dites il faut être à distance. Quand dans le même temps, une année vous dites l'OTAN est en mort cérébrale et 2 ans après vous dites non, c'est l'OTAN qu'il faut renforcer pour renforcer notre collaboration avec les États-Unis d'Amérique. Plus personne ne comprend rien. Sur le point précis de Taïwan, Daniel Bompard, vous pensez, parce que c'est ce qu'on peut comprendre dans le propos du président de la République, que les États-Unis, en effet, peuvent nous entraîner dans une escalade très dangereuse? On sait que la situation de Taïwan est une situation extrêmement complexe. La position plutôt reconnue internationalement, même si elle peut être contestée par d'autres, c'est ce qu'on appelle le principe une seule Chine, dans lequel il y a une confrontation, une contradiction entre deux gouvernements. La solution pour en sortir, elle doit être une solution diplomatique, de discussion entre les autorités de Taïwan et les autorités chinoises. Elle ne peut pas être des mesures unilatérales, ni d'annexion totale par la Chine de Taïwan, ni à l'inverse d'une indépendance de Taïwan. Et si les États-Unis d'Amérique poussent à cette solution, je crains qu'ils y jettent effectivement de l'huile sur le feu dans un endroit et dans une situation qui est une situation extrêmement tendue. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Merci Manuel Bompard pour cet échange musclé et sympathique. Sympathique. Merci Frédéric Rivière. C'est à quelle heure demain votre interview? J'arrive jamais parce que 8h19. 8h19. Ah, c'est précis la radio. Oui, je sais. Merci à Flore Simon et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite.